poursuivre. Alors peut-être avant de faire la deuxième conférence, je vais quand même parler des aînés. Hein. Il y a une personne qui m'en parlait là tout à l'heure dans l'Assemblée. On va dire quand même quelques mots. Donc de toute façon, quand il y a une mort périnatale, hein, c'est toute une famille qui est touchée. Bien sûr, les parents, les grands-parents aussi. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Bon. Et puis les enfants aînés. Et puis ceux qui viendront ensuite. Je fais attention parce que... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les aînés. Les aînés, c'est très important d'en parler parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup des enfants qui viennent après et on parle moins de ceux qui étaient là, qui sont là à ce moment-là et ce qu'ils vivent. Alors, les aînés sont toujours touchés par la mort de ce futur petit frère ou future petite sœur. Et puis, ils vont être très inquiets quand ils vont voir que les parents s'absentent souvent, qu'ils ont l'air très préoccupés. Ils voient bien ils perçoivent bien toute l'angoisse comme ça qui peut habiter ses parents. Et souvent, ils se l'attribuent avec beaucoup de culpabilité. Parce que, au fond, comme on le disait ce matin, ils se sentent le centre du monde. Excusez-moi, oui, c'est pas... Voilà, merci. Donc l'enfant se sent le centre du monde pour ses parents et à ce moment-là, quand il y a un souci avec le bébé et le fœtus, c'est vrai que l'attention, elle s'est un peu détournée. Il sent bien qu'il ne retient pas toute l'attention de ses parents, donc il se demande ce qui se passe et il se demande si ce n'est pas de sa faute. Puisque les parents, il avait l'impression d'être tout pour ses parents, comme ils sont tout pour lui, et il se dit, si ça ne va pas, c'est que j'y suis vraiment pour quelque chose. Donc il a beaucoup de culpabilité, il ne comprend pas bien, il ne veut pas en rajouter parce que il perçoit bien que les parents ne vont pas bien et qu'il faut plutôt se mettre un petit peu à distance, être en retrait. Et donc, quand l'enfant est mort, il voit bien que les parents pleurent, ou en tout cas sont tristes. Et il posera pas de questions. Si on va pas vers lui, si on lui explique pas un peu ce qui s'est passé, si on l'autorise pas aussi à pouvoir pleurer à certains moments, il posera pas de questions. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui me disent, mais moi de toute façon je lui ai rien dit parce que il n'en parle pas, donc c'est qu'il n'y pense pas trop. Vous savez, il a repris l'école, tout ça, pose pas de questions, donc moi je préfère pas lui en parler. Eh bien oui, s'il sent que ses parents vont pas bien, il va pas venir les titiller et lui-même n'en parlera pas, mais lui-même aura son propre chagrin, aura le chagrin aussi de voir ses parents tristes, et puis il va plutôt chercher à les protéger, ses parents, et puis il va se conduire donc comme un grand, il va être sage comme une image, et on en voit beaucoup, des adultes plus tard qui racontent un peu des enfances comme ça. Et les parents, c'est vrai qu'ils vont être beaucoup moins attentifs, moins disponible. Alors l'enfant peut avoir à faire face aussi à ce moment-là à une véritable dépression maternelle. Et la dépression maternelle, c'est quelque chose de très grave dans la construction des liens d'attachement, des liens parents-enfants, parce que en même temps, la mère, elle est là physiquement, mais elle est absente psychiquement. Donc ça, c'est vraiment très difficile à vivre pour l'enfant parce que ça n'a pas de sens, il ne comprend pas, quoi. Une mère qui n'est plus là, une mère qui est absente, une mère qui est hospitalisée, c'est difficile. L'enfant va souffrir aussi de la séparation, mais il y a un sens. Elle est là et elle n'est pas là. On le voit dans certains tableaux comme ça de certains peintres, où ça s'appelle la mère invisible, la mère aveugle. Enfin bon, on voit à la place des yeux, c'est tout noir. Donc je crois qu'il y a Schiller et puis je ne sais pas qui. J'ai vu plusieurs fois comme ça des tableaux très impressionnants. Donc des peintres qui avaient des mères effectivement très dépressives, très déprimées et qui les regardaient sans les voir, quoi. Voilà. Et puis parfois aussi,
ces enfants qui voient, qui entendent leur mère soit parler au téléphone, soit à sa mère, soit à son mari, soit tout simplement dans sa manière d'être, sentent que finalement elle est complètement absorbée par son bébé mort. Mais ces enfants vont s'identifier à ce bébé mort. Hein. C'est pas rare d'entendre, enfin moi je l'ai entendu plusieurs fois en consultation, hein, ou soit c'est sur des parents qui me l'ont relaté, soit l'enfant l'a dit devant ses parents, je suis un bébé mort, je suis un bébé mort. Et, hein, c'était le seul moyen qu'il avait trouvé, l'enfant, pour essayer de retrouver l'attention de ses parents. Donc c'est très important de pouvoir en parler avec l'enfant, d'aider les parents hein, à pouvoir en parler avec leur enfant, d'essayer de voir un petit peu avec des mots simples, hein, comment dire les choses. Et de toute façon, déjà, parce que des fois, il y a des enfants qui sont très petits, qui ont 18 mois, et les parents disent « Oh, mais elle n'a rien vu, elle n'a même pas vu que j'étais enceinte ». Et en fait, quand on reprend bien l'histoire, on retrouve des petites scènes, des petits moments où la petite fille ou le petit garçon venait sur le ventre de la maman, tapait, à parler d'autres bébés, etc. Et c'était évident qu'elle avait bien senti que la maman attendait un bébé. Donc de pouvoir déjà, en effet, parler du fait que la maman attendait un bébé, enfin les parents attendaient un bébé, et puis pouvoir progressivement annoncer sa maladie si effectivement il y a une pathologie qui va conduire à sa mort. Et voilà. Et je pense que l'enfant va aussi peut avoir beaucoup de culpabilité parce que pendant la grossesse, il pouvait avoir de mauvaises pensées hein, vis-à-vis de ce bébé qui était quand même un rival. Et là, il pourrait se dire, comme par pensée magique, que ces pensées ont tué le petit frère ou la petite sœur. Donc c'est très important de pouvoir aussi l'entendre à ce niveau-là de sa culpabilité et le dégager de tout ça. Alors là, c'était un petit garçon enfin, qui parlait pas du tout, qui avait l'air triste et qui parlait pas. Et on n'avait pas parlé de sa petite sœur qui était morte. Et donc j'avais dit à la maman, bah, si vous voulez, venez avec lui la prochaine fois. On essaiera voilà, soit vous aurez pu lui en parler d'ici là, mais sinon on en parlera ensemble. Et il a dessiné. Elle avait mis plusieurs feuilles, elle avait pris un paquet de feuilles, il y avait un paquet de feuilles sur mon bureau. Et puis il a dessiné. Alors le premier dessin, c'est une petite fille qui danse. Elle était voilà, très jolie, enfin plein de mouvements, avec une jolie robe bleue. Et puis, et donc il enlève, il dit c'est une petite fille qui danse. Il enlève la première page et derrière il rajoute un peu de jaune et ça fait du vert et puis il met d'autres couleurs et puis il dit c'est un alien, c'est un alien. Et effectivement, sa petite sœur, enfin, je dis effectivement, j'exagère de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans le vécu, il y a eu beaucoup de peur, si vous voulez, quand il y a eu la découverte de la malformation. C'était un enfant qui avait une polymalformation et qui faisait peur, qui avait dû sans doute faire peur aux parents, j'imagine. Et ça déteint encore sur la troisième feuille. Et là, c'est très nébuleux. Il y a quelques petites traces, presque rien. Et il me dit comme ça, si tu regardes bien, tu verras un petit personnage. Et donc la maman était là, elle était stupéfaite, quoi. Et voilà, je crois qu'il avait tout compris, hein, cette petite fille qui était avant dans le ventre de sa maman, qui gigotait, et puis voilà, mais qui était bien là, qui existait. Après tous ces fantasmes, enfin toutes ces peurs, en tout cas de ce qu'elle était, est redevenue un petit personnage. Alors, maintenant, l'enfant conçu après. Donc, l'enfant conçu après, c'est vrai que il a un mandat très important, hein, parce que voilà, il doit rendre les parents, il doit les réparer, hein, ses parents blessés, endeuillés, il doit s'inscrire dans la filiation, apaiser la douleur, combler les vides. Enfin, il a voilà, un certain nombre de femmes disent au départ, moi de toute façon c'est vital, il faut que j'ai un autre enfant, il n'y a que comme ça que ça va aller. Et puis d'ailleurs les pères le disent aussi, ils disent, oh non, il faut absolument qu'on ait un autre enfant, de toute façon pour ma femme, c'est ça qu'il faut, elle ira bien après, etc. Donc ça c'est les premiers temps, hein, souvent ça change après. Et alors bien entendu,
il y a parfois des enfants de remplacement. On en connaît des célèbres, je vous ferai voir les tableaux tout à l'heure, de Van Gogh et d'autres personnes. Et puis, là, par exemple, je me souviens d'une dame qui avait fait une femme qui avait fait une dépression du postpartum, et elle a raconté au cours de cette dépression que finalement, elle avait perdu une petite fille, une petite sœur, enfin une petite sœur était morte avant sa naissance, et elle avait le même prénom qu'elle. Et quand elle allait au cimetière voir la tombe de sa grand-mère, elle avait toujours vu une petite tombe à côté avec son prénom à elle. Et elle ne comprenait pas, et personne ne lui avait jamais rien expliqué. Et c'est au moment là de cette naissance, d'une petite fille aussi, que tout ça lui est revenu. On parlait bien de cette transparence psychique, etc. Donc tout ça est revenu très très fortement. Et finalement, on a pu reparler de tout ça, et elle a raconté, enfin, elle avait vraiment une vie très très difficile. C'était une femme excessivement brillante dans tous les domaines. Et elle avait l'impression qu'il fallait qu'elle en fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus pour satisfaire ses parents. Elle avait l'impression que de toute façon, elle ne pouvait jamais les rendre heureux, jamais les satisfaire. Elle était dans une course effroyable. Et donc tout ça a pu être vraiment travaillé à ce moment-là. Alors parfois, bien entendu, oui, il y a des enfants qui sont des enfants de remplacement. Mais je pense que quand même, tout le travail qu'on fait en individuel, en groupe, permet vraiment, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce matin et pendant la grossesse, permet de faire une place à chacun. Bon, je verrai si j'ai du temps, je reviendrai sur d'autres vignettes, mais je vais quand même parler de l'autre conférence. Voilà. Parce qu'après, je m'étale un peu trop. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on va voir maintenant plus spécifiquement les deuils qui sont ravivés, pas forcément les relations par enfant, quoiqu'elles peuvent être prises dedans, parce que justement, des fois, c'est des deuils qui ont été bloqués, mais ça peut être aussi des deuils de la mère, du père. Alors avant tout ça, je voudrais vous montrer justement des peintures, des sculptures de peintres qui ont soit perdu eux-mêmes des bébés pendant la grossesse, comme Frida Kahlo, qui a fait de nombreuses fausses couches, après un grave accident qu'elle avait eu, donc, qui lui a abîmé tout l'utérus, enfin tous les organes un petit peu qui permettent de faire un bébé. Et puis d'autres qui ont eu un frère qui est mort, ou une sœur qui est morte avant eux. Donc ça, c'est Salvador Dali, qui lui d'ailleurs le dit clairement, qu'il a dû vraiment faire des tas d'excentricités pour arriver à se trouver une place auprès de ses parents et dans le monde. Ça, c'est toujours Frida Kahlo. Un peu la Van Gogh, on voit que c'est très tourmenté. C'est magnifique, mais c'est très tourmenté. Ça, c'est Camille Claudel. Camille Claudel, elle est née donc après un enfant, enfin une fille, une petite fille, qui était décédée à 15 jours de vie. Et une mère qui était hyper déprimée et qui n'a pas pu investir Camille, qui a plutôt eu un lien très fort avec son père. Toujours Frida Kahlo. Voilà. Donc on va revenir au deuil, ce qui provoque en chacun de nous. Donc un deuil n'est jamais fini, quel qu'il soit, mais on le voit encore plus avec le deuil périnatal qui va durer comme ça toute la vie. On le voit chez des personnes très âgées, des grands-mères justement de petites filles qui sont actuellement enceintes et qui ont perdu un bébé, comment tout ça est remis dans la tête et remis à l'œuvre. Et ce deuil périnatal, il est important parce qu'il permet justement de penser le deuil dans une autre temporalité. C'est jamais, c'est jamais fini au fond. Donc c'est un processus douloureux qui exige un renoncement à un moment donné à l'objet, c'est-à-dire pouvoir penser, déclarer qu'il est mort. Et ça c'est très difficile. Donc c'est très lent. Alors dans le deuil périnatal, on peut le retrouver, et c'est là qu'il est retravaillé au cours de la grossesse ultérieure. On peut le retrouver au moment de la naissance et au cours des étapes importantes du développement de l'enfant, qui
qui va venir après, donc les anniversaires, la rentrée à la crèche, à l'école, et puis aussi dans les générations futures. Et parfois, d'ailleurs, dans les générations futures, sous forme de délire, hein, quand ça a été encrypté, quand justement rien n'a pu être dit, que ça a été... c'est comme un gâteau qu'on ne digérerait pas. Enfin, j'ai envie de dire, je dis un gâteau, c'est peut-être pas une belle image, mais par rapport à un enfant mort, mais c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est en soi et en même temps, c'est resté comme ça, intact. Ça n'a pas du tout été dans le psychisme. Parfois, il ne va jamais donc se faire. Il y a les deuils traumatiques. Hein, et puis, il peut aussi venir réveiller des deuils partiellement faits ou bloqués, hein, et permettre leur élaboration. Et parfois, donc, la collusion entre la mort périnatale et le décès d'un proche peut bloquer chaque deuil. Alors, c'est une expérience les plus douloureuses de la vie, le deuil. Hein, ça immobilise le corps et la vie psychique. Et Freud va établir donc une différence très très importante entre le deuil dit normal, c'est-à-dire où la perte est reconnue, et là souvent donc pour une personne extérieure, hein, qu'on connaît, extérieure à soi, et la mélancolie où la vraie perte est ignorée. Et c'est vrai que dès maintenant j'ai envie d'introduire cette distinction parce que justement dans le deuil périnatal, où l'enfant représente beaucoup de choses, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, le désir d'enfant, c'est pas seulement avoir un enfant qu'on va avoir dans les bras, c'est accéder au même statut que ses parents, c'est l'immortalité, c'est l'affiliation, enfin c'est beaucoup de choses. Donc quand on perd un bébé, on perd tout ça. Hein. Et en plus, ce bébé, si on l'a perdu pendant la grossesse, on ne l'a pas connu. Donc c'est beaucoup plus difficile pour en faire le deuil. Et puis aussi, ce qu'on a dit, c'est quand même que c'est un deuil dans le corps hein, de la mère. Et c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Et tous ces deuils qui sont retournés sur soi, hein, sur le moi, ont un risque important d'évolution mélancoliforme. L'identification à l'objet perdu, donc, c'est un élément fondamental hein, de l'organisation psychique mélancolique. Et on le retrouve donc dans le deuil périnatal avec cette identification au bébé mort. On l'a vu pour les enfants, mais aussi des parents qui peuvent... une femme qui me disait qu'elle sentait que toutes ses cellules avaient porté la mort, comme celle de son bébé. Et puis il y avait aussi un père qui voulait faire des examens pour s'assurer qu'il allait bien, parce qu'il s'imaginait qu'il avait le même problème que son bébé. Donc le bébé est relié à la mère de manière indescriptible, hein, ce n'est pas une personne extérieure, hein, comme dans les autres deuils de la vie. Hein, c'est pour ça que la seule manière hein, un peu de pouvoir le garder vivant, c'est de le maintenir finalement à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que ça peut aussi favoriser donc un deuil mélancolique. Donc il y aura, à mon avis, il y a souvent un premier temps mélancolique. Ça ne veut pas dire que les choses elles vont rester figées, que ce deuil va en rester à cette étape-là. Ça peut tout à fait se transformer encore. Mais il y a quand même ce temps-là. Et donc, en effet, tout comme le mélancolique ne sait pas ce qu'il a perdu lorsqu'il perd son objet d'amour, la femme ne sait pas ce qu'elle a perdu lorsque son bébé meurt avant terme. Cet enfant détient son enfant imaginaire, ses rêves, son désir de rivalité avec ses propres parents, sa fécondité et l'assurance de son immortalité. Quand il se dérobe, il laissant à tout jamais un vide, les parents perdent tout cela et ressentent une grande blessure, un sentiment d'infériorité, d'échec et d'indignité, voire de honte. Ils perdent leur sentiment d'estime de soi. Et ça, c'est très caractéristique de la mélancolie, hein, cette perte de l'estime de soi et le sentiment d'échec. Et parfois, d'ailleurs, on le voit quand ce sentiment d'échec est très très fort, ça empêche aussi le deuil de se faire. Hein, il y a quelque chose, c'est toujours... elle ne parle que de l'échec, et il n'y a plus de bébé. Oui, je me souviens d'une femme qui avait perdu sa petite fille, donc d'une mort fœtale in utero. Elle avait fui sa famille et s'était séparée de son compagnon, estimant qu'elle n'était pas digne d'eux. Et dans sa famille, elle s'est toujours sentie dévalorisée, inférieure à ses frères et sœurs. Et ce bébé devait la réparer, la restaurer et lui faire une vraie place aux yeux de ses parents.
Et c'est vraiment, il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle retrouve l'estime d'elle-même, être moins envahie par ce sentiment d'échec. Et à ce moment-là, elle a pu davantage penser à son bébé, démarrer un travail de deuil. Et elle est retournée vers son amie à ce moment-là, parce qu'elle s'infligeait vraiment une grosse souffrance, en plus de se séparer de son ami, qui lui d'ailleurs était très malheureux également. Donc la souffrance est d'autant plus grande à ce moment-là que c'est vraiment l'atteinte de son bébé, c'est une atteinte d'une partie vitale d'elle-même. Et la blessure touche à son identité féminine. Elle qui avait surmonté la rivalité avec sa mère se sent à nouveau reléguée à un statut de petite fille. Et la rage peut l'envahir. On a parlé plusieurs fois de la colère, de la rage. Donc c'est très présent dans ces situations. Et c'est très important de pouvoir la recevoir, cette colère. Et de ne pas en être détruit. C'est vrai que dans mes entretiens, je le sens parfois, d'ailleurs, il y a des regards, je me dis toujours, s'il y avait des mitraillettes, je serais morte des milliers de fois, quoi. Et je me dis, il faut que tu tiennes, il faut que tu supportes ça, ça a besoin justement d'être déposé quelque part. Donc voilà, je me laisse affecter dans un premier temps par tous ces affects de colère, de rage, et puis dans un deuxième temps, j'essaie de penser ce que ça me fait, cette violence, quand même. Et puis, le fait de pouvoir penser fait que je le renvoie à ces femmes, à ces hommes, d'une autre manière. C'est un peu transformé, c'est un peu atténué, c'est un petit peu modifié. Et ça fait que petit à petit, par plusieurs circuits de cette manière, les choses vont s'apaiser, cette colère va s'apaiser et laisser place à d'autres sentiments. En tout cas, elle va... Cette colère, cette rage, elle va être reliée aux autres pulsions, les pulsions d'amour, les pulsions de vie. Parce qu'on pourrait dire que dans ce moment-là, il y a une désintrication. Habituellement, nous aussi, on a toujours un peu de colère en nous, un peu de rage, mais on a aussi beaucoup d'autres sentiments, de joie, de vie, d'amour vis-à-vis des autres, etc. Et puis tout ça, c'est lié et ça fait quelque chose d'à peu près vivable dans l'ensemble. Et dans certaines situations, dans certaines circonstances, ces pulsions-là, elles sont vraiment désintriquées, dissociées. Et là, ça peut être effectivement les pulsions hostiles qui prennent le dessus. Et ça peut conduire à de l'agressivité. Et du coup, ces personnes qui sont déjà très très mal vont se faire rejeter par les équipes, mais aussi par leur famille. Et des fois, c'est même dans le couple. Donc, le deuil est traumatique, mais c'est un traumatisme particulier, puisque la mort lui donne un caractère irréparable. Alors aussi, le deuil va dépendre, et c'est là aussi où ça rejoint notre sujet, de la nature des liens qui préexistaient à la perte de la personne aimée. Bowlby, qui a beaucoup travaillé sur la séparation, sur l'attachement, sur la perte, considérait la séparation du nourrisson avec sa mère comme le prototype de ce que peut représenter une réaction de deuil. Et pour Mélanie Klein, qui est donc une psychanalyste bien d'enfant, ce qu'elle disait, c'est que lorsqu'une personne est confrontée au deuil, à la perte, ce n'est jamais pour la première fois. Pour elle, cet état a été déjà vécu au moment du sevrage, au cours de la première année de vie. C'est ce qu'elle appelle la position dépressive. Et c'est une phase donc fondamentale, entre 6 et 9 mois. En fait, lorsque le bébé le bébé peut reconnaître sa mère comme un objet total. Et c'est une phase très importante dans le développement de l'enfant. C'est une phase structurante. Et ça va constituer, si vous voulez, le fondement de toutes ces réactions ultérieures à la perte. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et pour mieux expliquer la position dépressive, je dirais qu'au fond, dans le développement normal, l'enfant il peut voir sa mère s'éloigner sans se sentir abandonné. C'est-à-dire qu'il a intériorisé qu'elle va revenir, qu'elle est là, qu'elle pense à lui. Elle ne se le dit pas comme ça, mais il l'a ressenti. Et quand il retrouve des plaisirs avec sa mère, il sent, si vous voulez, pour lui, c'est une preuve qu'elle n'a pas subi de blessure, qu'elle ne va pas se venger des attaques qu'il aurait pu avoir dans sa tête contre elle. Donc, il n'y a pas de représailles. Et ça, c'est très important.
Hein, que bon, si des fois l'enfant fait une bêtise, que la mère se fâche, et il a l'impression qu'il a détruit la mère parce qu'elle ne va pas venir, qu'il est important qu'elle revienne après et qu'elle puisse sourire à son enfant, rejouer avec lui, enfin quand il est tout petit. Hein. Et donc ça, ces expériences agréables et l'idée qu'il n'y a pas de représailles quand des fois il fait une bêtise, sont très importantes pour vivre les séparations, et ça va constituer vraiment un socle qu'il utilisera toute sa vie. Mais en revanche, toutes les expériences douloureuses, le manque d'expériences agréables, l'absence de relations proches et heureuses avec les personnes aimées vont accentuer cette ambivalence, diminuer la confiance. Par exemple, je ne sais pas, quand des fois un bébé fait une bêtise, enfin il griffe sa mère ou il tire les cheveux, et ça vous est certainement arrivé de voir ça, la mère des fois fait la même chose, elle dit il faut bien qu'il apprenne, ou le mordre, etc. Donc, si vous voulez, évidemment, ça veut dire que bon, il l'a détruite, elle le détruit, et puis on n'en sort plus. Enfin, donc là, si elle peut dire tu fais pas ça, etc. Qu'est-ce qui se passe, si t'arrives, bon, bah, si elle lui montre qu'il y a un autre mode de réaction, et puis qu'elle est toujours là, voilà, qu'elle a l'air aimante. Mais donc voilà, tout dépend un petit peu des réactions, des ruptures qu'il peut avoir aussi, de la maltraitance. Enfin, en tout cas, cette position-là est une position extrêmement importante et qu'on va retrouver vraiment au moment des deuils. Et ça, ça se retravaille aussi. C'est-à-dire que dans les entretiens qu'on peut avoir, on sent parfois que justement cette position-là n'a jamais été atteinte en quelque sorte. Donc si vous voulez, non seulement on va aider à faire le deuil périnatal, mais en même temps, on va revisiter cette position, on va peut-être la renforcer, et ça sera quelque chose qui pourra être quelque chose en soi de fort pour toute la vie. Hein, voilà. Donc c'est des moments extrêmement précieux, puisqu'ils vont transformer finalement les relations de cette personne endeuillée avec son monde, avec ses proches aussi. Alors, on va voir les différents temps du deuil. Hein, et donc, survivre est vraiment le premier temps de ce lourd traumatisme. Chacun va devoir inventer quelque chose à partir de lui-même, avec ses propres ressources internes et son histoire, pour redonner une forme vivable à la vie. Chaque histoire est unique, même si les récits se ressemblent. Chaque bébé mort est unique, même s'il ressemble aux autres bébés. Alors, à l'annonce de la perte succède un état de choc intense, et notamment si ça a été un caractère tout à fait brutal, inattendu. Donc, il peut y avoir un déni de la mort, un déni du bébé. Donc, on avait parlé tout à l'heure de ces couples qui disaient qu'il n'y avait pas eu de bébé, que c'était une intervention chirurgicale. Et donc, je ne sais plus si c'était hier soir ou ce matin que je le disais, donc si le fœtus en fait n'a pas existé, il ne peut pas être perdu, et le travail de deuil ne pourra pas se faire. Et on peut s'interroger justement sur l'évolution de ces deuils, notamment dans les générations futures. C'est vrai que c'est Marietta Rock, elle parlait des cryptes. Donc, voilà. Ensuite, donc, dans ce premier temps aussi, il y a une décharge émotionnelle, normalement. Donc après, il y a des pleurs. Mais il y a des personnes qui ne manifestent ni cris, ni chagrin. Et le décalage, au fond, entre cette extrême violence du traumatisme de la perte et la peur de ne pas pouvoir y faire face peut expliquer ces réactions. Je me souviens, enfin là c'était des parents qui avaient eu un enfant prématuré, mais bon, à la maison, un accouchement traumatique, épouvantable. La maman a failli mourir, enfin c'était bon. Et donc quand les parents ont attendu un autre bébé, la grossesse d'après, ils ne pouvaient pas du tout penser à cet enfant. Et ils nous le disaient, enfin on était deux, c'est une constellation familiale, et ils disaient on ne peut pas faire autrement. Si on y pense, on va s'effondrer, on va être complètement anéanti. Et c'est ce que disent quand même un certain nombre de parents. Ils disent, je sais, il y a certainement
mais je ne peux pas. Je veux reprendre mon travail tout de suite. Par exemple, il y en a qui veulent prendre le travail 8 jours après. Alors, ce n'est pas toujours possible d'ailleurs par la législation, mais ils s'arrangent. Je ne veux pas y penser. Alors, des fois, même dans le groupe, il y a certaines femmes qui disent, mais tu sais, moi j'avais dit ça, mais finalement c'était très dur. Après, au travail, tu vas faire un effort en permanence. Tu as envie de repenser à ton bébé, tu es mal, tu es fatigué, etc. Et elles disent, mais moi je ne peux pas faire autrement. Je sais que je vais en mourir, je vais m'effondrer. Il ne faut pas que je pense. Il ne faut pas que je pense. La priorité, dans un premier temps, c'est il ne faut pas penser. Et parfois, justement, c'est donc le chagrin, tout ça va se manifester plus tard, avec un décalage. Et parfois, c'est parce qu'il y a un autre deuil impossible qui a surgi en même temps. Donc, j'ai rencontré des parents qui ont eu une interruption de grossesse à 7 mois. Et la maman est complètement dévitalisée, triste, les mouvements ralentis. Enfin, elle me raconte un peu tout le récit de l'annonce, de la mort de son bébé. Et puis, le père est à ses côtés, donc il est proche de sa femme, mais il semble absent. Il parle peu. Il dit juste à un moment donné, bah oui, c'était dur, bah, il faut tourner la page, il faut aller du côté de la vie. On va refaire un bébé, puis ça ira bien. Et la maman insiste et dit, mais moi, pour moi, c'est pas possible, je ne peux pas refaire un bébé comme ça. Et puis, il dit, mais c'est difficile, tu m'en parles jamais, j'ai l'impression que tu l'as oublié. Enfin bon. Et voilà, toi, tu as repris ton travail, toi, tu fais ton sport, tu vois tes amis. Moi, je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Moi, ça me fait mal. Voilà, qu'on ne partage rien. Et dit, ouais. Puis elle était même en colère, quoi. Elle montrait sa colère. Et monsieur ne réagit toujours pas. Il ne dit rien, en fait. Et puis, comme je fais assez souvent, je leur demande à l'un et à l'autre, je dis comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez été soutenu par vos familles, par vos parents? Et là, le père se fige complètement et il ne peut plus rien dire. Il est complètement tout pâle. Et c'est sa femme en fait qui va parler. Et elle me dit oui, Boris a perdu sa maman en fait quelque temps avant la mort de notre petite fille. Et elle a eu un cancer foudroyant et il ne peut pas en parler non plus de sa mère. Il peut pas. Et donc, je regarde monsieur à ce moment-là et je lui dis, bah oui, c'est sans doute difficile. Si vous parlez de votre petite fille, bien sûr, vous allez penser à votre maman et c'est sans doute trop dur pour vous. Et là, donc, cet homme qui était plutôt impassible se met à avoir les larmes aux yeux, se met à changer complètement de visage. Et ça me touche beaucoup de le voir comme ça. Et il le sent, et il va se mettre à parler de sa mère, à raconter beaucoup de souvenirs avec sa mère, et puis aussi l'annonce de sa mort, enfin l'annonce de son cancer et après de la gravité de cette maladie, et puis sa mort. Et donc lui qui parlait pas beaucoup, il va raconter aussi ses souvenirs d'enfance, enfin qu'il était le dernier d'une fratrie de 3, qu'il est arrivé bien longtemps après ses sœurs, et qu'il était le petit dernier chouchou de sa maman, etc. Et un papa qui était très peu là, donc une relation vraiment très fusionnelle avec sa mère, et que c'est complètement impensable quoi, de penser que sa mère n'est plus là, quoi. Et c'est un entretien très, très fort, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui circulent. Sa femme, elle est là, elle le soutient vraiment à ce moment-là. Enfin, on sent qu'ils se sont retrouvés, qu'il y a quelque chose à nouveau qui s'est passé entre deux. Et la fois d'après, quand il va revenir, il parlera de sa petite fille. Hein, il pourra en parler. Puis après, ça a été le début d'une grande histoire parce que ça fait de longues années que je les vois. Je les vois encore de temps en temps. Et depuis, ils ont eu trois autres enfants. Alors, oui, la colère, hein, ça j'en ai parlé donc de la colère, et qui peut donc se déplacer sur le médecin qui n'a pas vu, sur le compagnon qui n'est pas là, sur les collègues de travail, etc. Ou sur les grands-parents. Et là, c'est un couple qui donc ont eu un petit bébé qui est décédé pendant la grossesse. Ils ont organisé des obsèques donc, dans le cimetière, où sont déjà enterrés des membres de la famille. Et le jour de l'enterrement, tous les proches, les grands-parents,
les amis des parents étaient tous ensemble dans une autre partie du cimetière, en fait devant la tombe du frère de Thomas, enfin du papa, là, ce frère qui était décédé à 14 ans. Et eux, les parents du bébé, étaient tout seuls, en fait. Tout seuls devant la tombe de leur petit bébé. Et en fait, toutes les personnes qui étaient là, la restant de la famille, les amis, étaient en train de consoler, de soutenir les grands-parents, et pas du tout ses parents. Et donc là, le papa donc a raconté comment, enfin, il a raconté la mort de son frère, et puis qu'à partir de là, toute la relation avec ses parents a changé, qu'il sentait qu'il avait plus du tout la même place, qu'il pouvait plus rien dire, qu'on n'en parlait pas de ce frère d'ailleurs à la maison, mais il occupait toute la place. Le silence sur lui prenait toute la place. Donc ça a été très important pour lui parce qu'il a pu justement exprimer tout son ressenti comme ça depuis des années et puis manifester aussi sa colère finalement qu'il n'avait jamais osé exprimer. Il ne pouvait pas se permettre d'être en colère, ce n'était pas possible avec un frère qui était mort. Mais pour moi, la colère c'est très important, c'est important de la laisser venir parce que c'est quelque chose de quand même très vivant et qui permet de rester en lien d'ailleurs avec les morts. Alors, dans les réactions de défense, dans les réactions de protection, si on peut dire, dans ces premiers temps de survie, il y a aussi parfois un délire. Et donc, parfois, il y a donc des hallucinations, c'est-à-dire on croit voir ou entendre la personne disparue. Ce sont plutôt d'ailleurs des illusions de présence que de véritables phénomènes pathologiques. Il y a des mamans qui entendent leur bébé mort crier la nuit. Et je me souviens donc d'une maman. Alors c'est un délire un peu particulier parce qu'en fait il concerne que l'enfant. Et ce délire il peut être critiqué par les mères ultérieurement. Et elle disait, moi j'en ai rencontré plusieurs, et je ne me serais pas du tout doutée, si vous voulez, dans tous les autres secteurs de la vie, en fait, ça n'apparaissait absolument pas. Et là, quand elles ont pu le critiquer ultérieurement, elles disaient que de toute façon, c'était pour elles le seul moyen de survivre. Que si elles n'auraient pas pu faire face, si elles acceptaient la réalité. Donc c'était un délire à respecter. Vous voyez, on pourrait dire, elle est complètement folle, il faut l'hospitaliser, etc. Non. Enfin, évidemment, s'il perdure, il faut se poser des questions quand même. Mais c'est aussi à respecter. Donc j'avais rencontré un couple quelques mois après la mort de leur bébé. Et donc, qui était mort en fait en réanimation à quelques jours de vie. Et la mère raconte les derniers moments de la vie de son bébé. Elle l'a accompagné jusqu'à la mort. Elle se souvient de ses seins gonflés, de son lait qu'elle tirait pour le jeter ensuite dans l'évier. Enfin, elle raconte tout ça avec une douleur, c'est épouvantable. Et elle dit qu'avec son mari, ils avaient mis toutes les affaires du bébé dans une petite valise, le doudou, le petit pyjama, les photos, le petit dossier. Et elle me dit, au début, j'avais laissé la chambre intacte. Je refaisais le lit, je lui parlais, je rangeais la chambre, je lui lisais des histoires, je l'entendais la nuit. Je me levais pour aller le voir. Parfois, le matin, j'oubliais de me lever, alors je me dépêchais, car je me disais que je devais aller le voir. J'avais besoin de faire ce délire, me dit-elle. Puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, car je me suis rendu compte que ça faisait du mal à mon mari. Et j'ai trouvé ça très curieux, ça me faisait penser à ce que vous disiez, Mathilde, ce matin, la préoccupation maternelle primaire. On a l'impression que dans ces premiers temps, là, elle est complètement avec son bébé, comme toute femme serait avec un bébé vivant, enfin vraiment, elle l'entend de la nuit, aller le changer, etc. Et puis que, en fait, ce qui fait un peu sortir la maman de cette préoccupation maternelle qui est nécessaire, mais qui ne doit pas non plus trop perturber, c'est le père qui va prendre sa place de tiers. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, le père a dû se manifester un peu plus. Elle a senti qu'il était là, qu'il existait, il n'a pas voulu faire. Et ça l'a fait arrêter, en fait, ce délire. Alors, dans les mécanismes de survie, il y a aussi de refaire un enfant. Refaire un enfant, oui, ça signifie aussi qu'on ne cherche pas à s'enfermer dans la douleur avec un enfant mort qui deviendrait l'unique sens de sa vie. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on oublie l'autre. C'est quelque chose de vivant. Et puis, c'est aussi se prouver qu'on peut, pour une femme, qu'elle peut procréer, qu'elle peut assurer son rôle dans la chaîne des humains. Alors, parfois, aussi dans les mécanismes de défense, il y a des manies.
hein, donc des moments d'excitation. Bon, ça a été décrit hein, dans le deuil par Freud et Abraham. Moi, je n'ai pas observé vraiment d'épisodes maniaques. Quelques réactions hypomaniaques avec des fois beaucoup de projets, beaucoup d'activités, un peu. Une collègue m'avait dit comme ça qu'il y avait un père après la mort de son nouveau-né qui s'est jeté à corps perdu dans des activités sportives hein, jusqu'à se mettre vraiment en danger, il faisait des choses incroyables. Et puis il multipliait aussi les aventures sexuelles, il quittait le domicile conjugal, enfin bon. Mais moi personnellement, je n'ai pas rencontré ces situations. Qu'est-ce qui me reste comme temps ? 10 minutes, 12 minutes 13 minutes, d'accord. D'accord. Donc, on a ensuite la deuxième phase, hein, qui est le temps de la dépression. Hein, d'ailleurs, les femmes le disent souvent, dans le groupe aussi, elles disent, je pense justement à une femme qui avait perdu son bébé au mois de mars, et au début, elle avait repris son travail, elle se sentait... Enfin, elle était triste, mais elle se sentait quand même en forme. Elle était partie en vacances avec son mari, enfin, s'occupait d'elle. Et puis, c'est quelques mois après, notamment beaucoup plus depuis la rentrée, mais ça a un petit peu commencé avant, qu'elle s'est sentie mal. Elle a dit, mais je ne comprends pas pourquoi je vais plus mal maintenant. Et en fait, bon, voilà, cette phase de dépression, c'est vraiment là, cette phase où on réalise que le bébé, il n'est plus là, quoi. Il y a eu un bébé, on l'a perdu. Et c'est-à-dire qu'au départ, il faut trouver des mécanismes à tout prix pour tenir, quoi, pour tenir. Et on n'a pas encore réalisé la perte, on n'a pas encore voulu l'intégrer, cette perte. Hein. Et là, oui, il est mort, il n'est plus là, je ne le reverrai pas. Donc cette phase qui va s'installer plus ou moins rapidement, elle va durer un temps indéterminé. Hein. Alors évidemment, ça dépendra de la personne, de son histoire, ça dépendra de l'accompagnement, du fait qu'elle pourra en parler ou pas, comment elle sera accueillie dans sa souffrance, dans tous les liens qu'elle fera avec son histoire. Hein. Et c'est une phase, oui, où il n'y a plus d'intérêt pour le monde extérieur. Les femmes se sentent très fatiguées, très vidées. Elles dorment mal. Enfin, des fois, elles ont envie de mourir, d'ailleurs. Et puis, voilà. Et donc, c'est vrai que dans un deuil habituel, en général, c'est vraiment ce moment-là où on se remémore tout ce qu'on a vécu avec la personne. Hein, on regarde les photos, ou dans certains lieux, on dit bah oui, là j'allais avec lui au restaurant, là je faisais ça, etc. Et puis à chaque fois, il y a un moment douloureux, et puis il y a un petit détachement qui se fait comme ça par toute petite étape. Et puis là, c'est par contre plus difficile, en effet, hein, de pouvoir retrouver comme ça les souvenirs, tout ce qu'on avait mis dans le projet d'enfant, hein, et puis après ces premières sensations, les premières réactions quand on a su qu'on était enceinte, etc. Et puis parfois on l'a vu, parfois on ne l'a pas vu, parfois on a fait des obsèques. Donc toutes ces choses-là vont revenir, et c'est une phase qui est quand même... qui peut être assez longue, en tout cas qui est douloureuse. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas l'empêcher. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut, par l'aide qu'on va apporter, évidemment diminuer son intensité et la durée. Mais toutes les personnes doivent en passer par là. Le deuil, malheureusement, nous confronte à cette phase-là. Et on ne peut pas être tout le temps dans une sorte de fuite ou de mécanisme de survie, mais en même temps, certains vont y rester longtemps. Et ça aussi, c'est à respecter. Je crois que vraiment de respecter la temporalité de chacun est vraiment excessivement important. Alors, donc dans cette phase de dépression, en fait, le fœtus, le bébé, va prendre... alors c'est un travail, oui, de fragmentation, hein, le deuil, c'est-à-dire un travail de décomposition, de rappel de multiples souvenirs. Et chaque fragment, en fait, porte en lui l'objet perdu et peut donner l'illusion, hein, de sa possible retrouvaille. Alors là, moi je pense aux parents endeuillés qui évoquent toujours le même souvenir. Par exemple, l'image le moment de l'échographie, le moment où ils l'ont vu tous les deux, c'est un grand moment. Les mouvements perçus pour la première fois. Parfois, donc, le moment où ils l'ont vu, ils l'ont pris dans les bras. Et pour ces parents, cet instant, en fait, représente le fœtus, le bébé, dans sa totalité. Des fois, c'est à partir de ce fragment-là qu'ils pourront peut-être
effectuer un travail de deuil. Donc dans cette phase dépressive, le fœtus peut occuper différentes places dans le psychisme des parents. Et il y a des évolutions très différentes qui ne sont pas obligatoirement figées d'ailleurs. Alors il peut prendre assez souvent d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas mis là. Bah, j'ai oublié de le mettre, excusez-moi. Mais bon, c'est peut-être dans l'autre diaporama. Il peut prendre de la place d'un objet nostalgique, c'est-à-dire que ça permet de continuer à penser au petit absent et de le faire revivre sous condition. C'est-à-dire, on dit, voilà, s'il était là, il marcherait maintenant. S'il était vivant, ben voilà, il rentrerait à la crèche ou il rentrerait à l'école. C'est-à-dire qu'on le fait vivre en permanence avec le déroulement de la vie. Le nostalgique est porteur de son objet perdu, qui l'anime, dont il s'anime et auquel il fait jouer un rôle. Alors, j'ai aussi rencontré donc, des parents qui ont cherché à faire une histoire à leur bébé mort. Et donc, comme les parents dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'histoire de l'avion, là, et pour élaborer sa perte, ils vont servir de ces souvenirs qu'ils ont fabriqués avec lui et pour lui. Et Kenzaburo Oe a écrit une nouvelle. Il a perdu un enfant très tôt, un bébé, qui s'appelle Agui, le monstre des nuages. Et en fait, il fait jouer au narrateur, enfin, le rôle d'un père qui a... Non, c'est pas le narrateur, oui, c'est ça, le père qui a perdu un bébé, et il y a un accompagnateur. Et ils vont, le père qui a perdu le bébé et l'accompagnateur, tous les jours dans les rues de Tokyo. Et à ce moment-là, le père qui a perdu le bébé appelle Agui, il s'appelle Agui, ça voudrait dire heureux, puisque c'est la seule chose qu'il avait dit en naissant et en mourant, cet enfant. Et il raconte des choses justement sur la ville de Tokyo. Il dit voilà, là c'est tel musée, là c'est le marché, là c'est ceci. Comme ça, ils font ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis un beau jour, il lui dit au revoir. Et en fait, pour lui, il a fait accomplir la vie à son bébé. Et donc, on pourrait dire que le deuil consiste à faire accomplir à l'enfant une vie, sa vie, et moins aura vécu en fait celui qui vient de mourir, plus sa vie sera restée une vie en puissance, et plus dur sera le deuil. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire accomplir une vie à la personne qu'on vient de perdre, et en particulier donc à ce bébé, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est possible. Voilà. On a vu que le fœtus pouvait être un objet mélancoliforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a aussi ces femmes qui, dans l'écriture, la peinture, la sculpture, vont retrouver comme ça leur fœtus, dans une certaine sublimation, on va dire. Après, il y a toutes les voies pathologiques de l'incorporation, avec le risque de crypte. Mais quand même, ce qu'on pourrait dire d'une façon générale, en tout cas moi dans la plupart des situations que j'observe, c'est que il y a une partie de soi qui va rester endeuillée et une partie tournée vers la vie. Et je crois que on ne peut pas taxer comme ça tout le temps les femmes de pathologiques parce qu'elles vont reparler de leur bébé qui est mort. Non, elles sont en droit d'en parler. Et ce n'est pas parce qu'elles en parlent qu'elles ne vont pas investir la vie à côté. Bien au contraire. Si justement elles peuvent en parler, du coup, elles peuvent encore beaucoup plus facilement avoir d'autres enfants, avoir des projets, se permettre d'être heureuses. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler du groupe. J'en parlerai peut-être dans les questions, je ne sais pas. C'est un peu 5 minutes. D'accord. Donc, je voulais vous parler de certaines situations qui étaient élaborées en groupe. Donc, c'est le groupe, justement, ça permet de contenir toute cette angoisse, toute cette colère, tous ces éléments traumatiques, des fois des descriptions très dures, des paroles très dures, je sais pas, de dire que par exemple le fœtus était pourri, enfin vous voyez des mots très crus parfois qui sont dits, c'est des choses qui sont à l'intérieur de soi et qui peuvent être dites en groupe et que nous, les deux animatrices et deux thérapeutes, on doit transformer aussi pour que ça devienne acceptable pour tout le monde, enfin que ça reprenne une autre forme, mais qu'il faut entendre pour ça, pour pouvoir les transformer. Donc ce groupe a lieu depuis 5 ans et nous sommes donc 2 à l'animer. Et donc, c'est des femmes qui voulaient rencontrer donc, des personnes qui avaient vécu les mêmes choses qu'elles. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait donc pensé plus à un groupe de femmes.
alors ça permet aussi les identifications des mères entre elles. Il y a aussi des transferts sur nous, les deux femmes, un peu comme des mères. Donc c'est pour ça que toutes ces histoires de mères aussi se rejouent beaucoup. Et puis ça ouvre un espace tiers. Ça permet aussi, on sait très bien que dans les temps du traumatisme, alors déjà on a vu avec Mathilde ce matin que pendant la grossesse il y a quand même une perte des repères identitaires, comme à l'adolescence. Donc il y a cette perte-là de la grossesse, et puis avec le traumatisme il y a encore davantage un ébranlement identitaire. Donc les groupes sont une très bonne indication pour justement ces pertes de repères. Ça permet de remettre les morceaux entre eux. Donc, les pères, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, 2 thérapeutes. Alors, ça dure 1 heure, et après, on se donne un petit temps avec ma collègue où voilà, on reprend un petit peu ce qui s'est passé, on note, on écrit à chaque fois ce qui s'est passé, on découvre un petit peu des choses. Alors, et puis il y a un lien qui se fait avec les femmes. On leur envoie un mail pour leur dire que voilà, le groupe aura lieu la semaine d'après. Enfin, en général, on les prévient, mais on leur redit par mail parce que c'est important. C'est une trace, c'est un lien. C'est un groupe ouvert, c'est-à-dire que bon voilà, il y a des femmes qui sont là par exemple depuis 6 mois, il y en a qui étaient venues il y a 1 an, qui ne sont pas revenues puis qui reviennent des fois 1 an après, il y en a qui sont là juste depuis 8 jours, 15 jours. Donc c'est des fois un petit peu compliqué, mais en même temps, il y a celles qui ont fait tout un parcours, qui peuvent aussi voir le parcours qu'elles ont fait quand certaines questions se posent, comme ça pour les premières qui arrivent. Et puis, elles leur disent aussi, tu sais, voilà, est-ce que les femmes arrivent et disent, est-ce qu'on s'en sort de ça? Est-ce qu'on s'en sort? Et justement, il y en a certaines même qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent même pas exprimer ce qu'elles ressentent. Et celles qui sont là depuis un certain temps disent, tu vois, nous, quand on est arrivé, c'est pareil. Moi, je ne pouvais rien dire, j'ai écouté les autres, je n'ai rien dit. Et tu vois, maintenant, je peux en parler, je peux raconter ce qui m'est arrivé, et je peux te dire où j'en suis, que ce n'est pas toujours facile, je ne peux pas te dire le contraire. Mais en même temps, ma vie a repris, je fais d'autres choses, j'ai repris mon travail, j'envisage peut-être d'avoir une autre grossesse, etc. Donc c'est intéressant aussi, si vous voulez, que ce soit un groupe ouvert. Mais des fois, c'est difficile, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui viennent nouvelles, qui viennent rebousculer les histoires anciennes qui étaient plus apaisées. Mais si finalement elles seront bousculées, c'est qu'elles n'étaient pas si apaisées que ça non plus. Donc ça permet de retravailler d'autres choses. Donc on reçoit les femmes qui ont perdu un bébé pendant la grossesse, à la naissance, à quelques jours de vie, les morts fœtales in utero, les interruptions de grossesse, les morts en néonate. Donc au départ, je me disais comment ça va se passer par rapport aux femmes qui ont eu une interruption médicale de grossesse et les autres, parce que la culpabilité est encore plus forte. Elles se disent des mères meurtrières, elles le disent elles-mêmes. Et puis finalement, ça se passe très bien, parce que la culpabilité, elle y est toujours de toute façon. Qu'on ait perdu le bébé par mort fœtale in utero, que ce soit une interruption médicale de grossesse, les femmes ont toujours quelque chose à se reprocher. Elles n'ont pas fait ce qu'il fallait, elles n'ont pas assez pensé au bébé, elles ont trop travaillé. Enfin bon, il y a toujours de toute façon. Donc se retrouvent sur ce plan-là. Et puis, je me souviens d'une qui disait oui, moi j'ai fait une interruption de grossesse, toi tu as eu le courage, tu as été jusqu'au bout de ta grossesse. Et elle disait, mais oui, moi je suis allée jusqu'au bout de ma grossesse, mon enfant est mort en réanimation, il a souffert en réanimation, moi je voulais le connaître mon bébé, tu vois, c'était égoïste, finalement, et il a souffert, le tien n'a pas souffert, il était dans le ventre. Donc voilà, en fait, il y a plein d'éléments comme ça où elle se retrouve finalement, il y a toujours bien que ce soit des situations très différentes, il y a quand même toujours des points communs. Et puis parfois aussi, là je ne l'ai pas marqué d'ailleurs, mais on a des femmes enceintes. Et là, actuellement, il y a eu une femme qui était venue, elle venait de perdre un bébé de mort fœtale in utero. Donc les personnes du groupe ont commencé à la connaître comme ça. Et puis, elle continue à venir au groupe. Et d'ailleurs, elle ne savait pas au départ qu'elle était enceinte. En fait, elle a eu un bébé très, très, très vite. Et elle est restée pendant toute la grossesse. Là, elle doit être prête à accoucher. Je ne sais pas si elle sera là demain. Et en fait, c'était très bien vécu parce que d'abord, elle parlait beaucoup de sa petite fille morte parce que ça s'est enchaîné tellement vite et elle était tellement perturbée, confuse, elle ne savait plus où elle en était, à qui penser, au bébé mort, au bébé qui est vivant. Enfin, elle n'arrivait pas à penser à sa grossesse de toute façon. Et c'était très important parce que les femmes l'avaient connue justement dans ce moment de détresse. D'ailleurs, ils ont vu qu'elle était encore dans une détresse, donc ils ont tout à fait accepté, supporté qu'il y ait une maman enceinte comme ça avec elle. Et en même temps, ça leur montrait à quel point il y avait des moments où elle était bien, puis il y avait des moments difficiles, que finalement, la grossesse d'après, ça ne va pas réparer comme ça, magiquement remplacer justement ce bébé qui était mort. Et donc, elles ont vu les différentes phases, les différents temps, et en montrant que finalement c'était possible,
possible, mais que voilà, qu'il fallait aussi que bien que les choses soient en place, que c'était pas magique. Voilà, il n'y avait pas un effet comme ça de baguette magique. Et alors, c'était important justement qu'il y ait des personnes qui soient là depuis un certain temps. Là, justement, l'idée du groupe ouvert était intéressante parce que les nouvelles femmes qui étaient arrivées étaient un peu, surprises quand même hein, de voir cette femme enceinte. Et alors, c'était intéressant parce que au début, quand les femmes se présentent, la maman enceinte mettait son manteau sur son ventre. Et quand chacune a dit, parce que je leur propose éventuellement de dire leur prénom, de dire pourquoi elles viennent, si elles veulent, c'est pas du tout obligé, mais si elles veulent. En général, elles le font. Et elle se présentait comme la maman qui avait perdu une petite fille. Et elle ne parlait pas du tout qu'elle était enceinte, elle mettait son manteau. Et elle attendait un peu que les mamans l'aient entendue parler ou qu'elle-même se soit exprimée, les autres. Et après, elle en parlait et elle enlevait son manteau. C'est à la fois, je pense qu'elle ne voulait pas choquer justement les nouvelles personnes qui arrivaient, et en même temps, elle se protégeait aussi hein, de toute la colère qui aurait pu être déchaînée sur elle, hein, sur son ventre. Et là, c'était le fait qu'il y ait des personnes qui l'aient connue avant, qui l'aient connue depuis le tout début, avec toutes ces douleurs, ces angoisses, etc. C'était très utile parce que ces mamans-là pouvaient dire oui, voilà, nous on t'a connu, on sait, et elle pouvait le dire aux autres mères. Et donc du coup, elle a accepté, enfin elle est restée jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, elle s'est posé la question parce qu'il y avait une maman qui arrivait, puis qui n'avait pas vu tout de suite qu'elle était enceinte parce que justement elle avait mis son manteau. Et elle était en colère contre pas sa cousine, mais sa belle-sœur qui venait d'avoir un bébé, etc. Enfin bon. Et donc, après, cette personne est venue me voir, puis elle m'a dit, je ne sais pas si c'est bien de venir, parce que c'est peut-être pas bien pour ces personnes-là qui viennent tout nouvellement au groupe, ça les agresse, etc. Et moi, je lui ai dit, mais vous, est-ce que vous avez envie de venir? Elle dit, oui, moi, je voudrais bien venir jusqu'au bout. J'ai dit, écoutez, vous voyez d'ailleurs comment ça s'est passé après. J'ai l'impression que cette personne a pu, enfin, que ça s'est un peu dénoué, tout ça. Et j'ai dit, puis nous, c'est notre rôle aussi de thérapeute, de reprendre ces choses-là. Je lui ai dit, si vous avez envie de venir, vous venez. Et elle a continué à venir, et ça s'est très très bien passé. Voilà. Donc, oui, il y aura encore des choses à dire, mais je pense que ça suffit peut-être. Voilà, je reprendrai peut-être un certain nombre d'éléments dans les questions. Oui, ou le groupe. Oui, j'avais un peu des situations à vous raconter, mais ça peut venir comme ça. Ce qui est important, c'est de voilà, on a un rôle un peu différent avec ma collègue, c'est-à-dire que, bon, moi je parle au départ, je fais un peu circuler la parole, je reprends un petit peu des choses, et ma collègue est un petit peu plus en retrait, elle observe un petit peu les mouvements, elle, parce qu'elle est moins en prise directe hein, avec les mamans, donc elle peut un peu mieux voir ce qui se passe, les mouvements, et elle essaie de dégager un peu comme ça la thématique commune, et voilà, de ce coup elle veut dire quelque chose. J'ai l'impression que là, vous parlez de vos mères aujourd'hui, qu'il y a des choses difficiles, par exemple, hein, je veux dire, elle va dire ça, ou que voilà, vous êtes toutes préoccupées par l'avenir, est-ce que vous serez à nouveau enceinte? Elle peut comme ça renvoyer hein, au groupe un peu comment tous ces petits fragments hein, se sont assemblés entre eux et qu'est-ce que ça a formé comme point commun, comme ça sur lequel elles peuvent toutes s'accrocher et travailler. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour maintenant.